Pardon, excuse-moi. Non. Je suis désolé. Attends, pardon. Je vais pas pleurer avec toi quand même. Je suis désolée. Je suis pas là pour pleurer, moi. C'est pas facile, c'est... Pardon. Non, non. T'excuses pas. On va se partager les mouches. Oui, on va même en prendre d'autres. Je suis désolé, parce que je suis pas là pour pleurer. Attends, excuse-moi. Désolée. Bonjour Scheherazade. Scheherazade, tu es la maman de Ismaïl qui a perdu la vie à l'âge de 4 ans dans l'ascenseur du centre commercial d'Argenteuil. C'était le 8 juin 2018. Tu as assisté à la mort de ton enfant. Tu étais totalement impuissante. On est là aujourd'hui pour parler de ton histoire, de ton combat, pour rendre justice à ton fils Ismaïl, justice qui n'a toujours pas été rendue 5 ans après. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous alliez faire ce jour du 8 juin 2018 en famille, parce que tu étais avec ta sœur, nièce, neveu et ton fils Ismaïl. Pourquoi vous alliez au centre commercial d'Argenteuil ce jour-là? Quelle heure il était? Il était à peu près 18 h, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais préparé pour la première fois des gâteaux. Pour l'Aïd, c'était ma toute première fois, j'avais jamais cuisiné de gâteaux. Et je me suis dit, je vais me motiver, je vais les faire. Je les avais préparés toute l'après-midi. Et il me fallait des petites caissettes pour les mettre dedans et pouvoir les distribuer. Donc je suis partie avec ma sœur au centre commercial pour aller dans un magasin voir s'il y avait justement ces caissettes. Et comme juste après, on voulait ramener les enfants au parc parce qu'il faisait beau. Donc on est parti avec les enfants, ma sœur. On est arrivé, on s'est garé au sous-sol, au -2, au parking. Après, on a pris les escalators. On est arrivé au -1, on a pris l'ascenseur. Tout simplement pour pas, parce que comme les escalators, il fallait faire un aller, enfin monter d'un côté, reprendre. On voulait vraiment pas perdre du temps. Et à ce moment-là, du coup, on a pris l'ascenseur et avec les enfants, ma sœur, on est monté dans l'ascenseur et arrivé au dernier étage. Imran est sorti avec mon neveu, ma nièce et ma sœur. Et au moment où on sortait avec Ismaïl, l'ascenseur est tombé. Et est tombé en chute libre et pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Moi, j'ai atterri sur les genoux, j'ai failli tomber de l'ascenseur parce que... C'est-à-dire que toi, Scheherazade, tu as pu sortir de l'ascenseur? Non, j'ai pas pu sortir de l'ascenseur. Je suis restée bloquée dedans en fait. Je suis restée bloquée, donc quand l'ascenseur est tombé, il y avait aussi une jeune fille qui était montée avec nous. Et j'ai commencé à entendre des cris là-haut et quand j'ai levé ma tête, j'ai vu mon fils suspendu. Donc il était bloqué. Toi, tu es tombée avec l'ascenseur? Moi, j'étais dans l'ascenseur et je suis tombée avec l'ascenseur. Sur le coup, tu réalises pas que ton fils, il n'est pas avec toi? Je réalise pas parce qu'en fait, je me dis qu'est-ce qui se passe. Je me suis retrouvée sur les genoux. Je me souviens que ma tête a tapé le plafond. Ça a été violent? Ouais, très violent. Très violent au point où mes pieds, mon corps a décollé de l'ascenseur. Je me suis retrouvée à me cogner la tête sur le plafond, au plafond. Et j'ai atterri sur les genoux et j'ai failli tomber dans le vide. Parce qu'il n'y avait pas de porte fermée en fait. À quel moment tu réalises qu'Ismaïl, il n'est pas avec toi? En fait, sur le coup, j'ai pas réalisé parce que j'ai entendu d'un coup un silence. Et après, au moment où je me relève, j'entends un cri, enfin des cris. Je lève ma tête forcément pour voir ce qui se passe. Et c'est là où je vois ces petites chambres en fait et qu'il est bloqué. Donc toi, tu le voyais en hauteur. Je regardais d'accord, en tu haut voyais et, ses jambes. C'est ça. C'est ça? Il était vivant à ce moment-là? Il bougeait pas. Il bougeait pas. On a essayé de le stimuler. Moi, je criais. J'étais plus moi en fait. Mais il bougeait pas. Et je disais impuissante en introduction, mais je pense qu'on l'a bien compris. Impuissante parce que tu pouvais pas sortir à ce moment-là de cet ascenseur. Je pouvais pas sortir parce que... T'étais comme en prison? Ouais, exactement. J'étais comme en prison parce que je pouvais pas descendre. Il y avait une certaine hauteur. Il y avait peut-être, je sais pas, 3 mètres. Ou si je descendais, je tombais. Je me blessais forcément. Et en haut, je pouvais pas sortir parce que il y avait plus la hauteur. On voyait plus le premier étage. Qu'est-ce qui te traversait l'esprit à ce moment-là? En fait, je ne pouvais pas assumer ça. J'ai voulu me jeter. À ce moment-là, la seule chose que je voulais faire, c'était me jeter. C'était me jeter parce que je sentais que c'était grave. Sur le coup, je sentais, je n'étais pas prête à assumer ça et je n'avais pas regardé vraiment sur le côté, donc je ne savais pas si mon fils
Le plus grand était aussi bloqué. Aussi, il y avait un de mes neveux qui était aussi bloqué. Donc, j'ai voulu me jeter. Et au moment où j'ai voulu me jeter, je me souviens qu'il y avait un homme qui m'a fait signe et ça m'a fait comme un électrochoc. Et du coup, bah, j'ai tout de suite réagi et je me suis dit non, fais pas ça. Tes enfants, ils ont besoin de toi. Et je me T'as suis dit combien peut-être qu'il d'enfants, n'y a rien. Sherazade? J'en avais 3 à ce moment-là. Et j'ai ma petite dernière qui est arrivée bien après l'accident d'ascenseur en fait. Donc j'en ai 3. J'ai Imran qui a aujourd'hui 11 ans. J'ai Diana qui a 5 ans. Et Nelia qui a 3 ans. Tu tiens pour elle? Ouais, pour eux. Pour eux? C'est ça. Pour eux. Et c'est aussi surtout la dernière qui est arrivée après qui m'a beaucoup aidée. Pourquoi ça t'a fait un déclic, cet homme? Quel signe il t'a fait? Il m'a fait un signe avec les mains en fait. En gros, ne fais pas ça. Il a compris que... Il le sentait? Ouais, il le sentait. Il a compris que je voulais me jeter. Parce que je suis arrivée vers le bord et... Pourquoi tu voulais te jeter? Parce que je voulais pas perdre un de mes enfants. C'était pas possible. Je voulais pas... T'avais compris que c'est J'étais ce pas qui se prête. passait? Tu l'avais réalisé? Ouais, j'avais réalisé. Je l'ai vu bloqué. J'ai vu qu'il bougeait pas. J'ai vu que c'était tout serré. Que c'était grave en fait. C'est quoi? C'était le torse Le qui était torse. comprimé, c'est C'est ça? ça. Son corps, le torse qui était comprimé. Entre l'étage et l'ascenseur? C'est ça. Ok. Il me semble qu'il y avait des personnes qui essayaient de le stimuler, de Il lui y avait toucher les pieds, c'est la ça? personne qui était avec moi dans l'ascenseur, elle a essayé de le stimuler et il y a des personnes qui sont montées sur les parois sur le côté de l'ascenseur pour essayer de soulever l'ascenseur parce qu'ils étaient tout simplement choqués et pour eux c'était hors de question qu'un petit 4 ans meure comme ça. C'était trop choquant. Il y a eu un mouvement d'aide, de solidarité, hein, c'est ça? C'est ça. De personnes qui se sont vraiment impliquées pour faire ce qu'elles pouvaient, c'est ça? C'est ça. Ils ont tout fait, des jeunes qui ont tout fait pour essayer de soulever l'ascenseur, de le sauver, mais l'ascenseur bougeait pas. Et moi à ce moment-là j'avais quand même peur que l'ascenseur tombe. J'avais peur qu'il retombe et que ça l'écrase encore plus. Parce que en fait, je sais qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, mais dans ma tête, je me dis pas qu'il est décédé, que c'est plus grave que ça en fait. Et je priais, je disais, j'espère juste qu'il reste avec moi, même s'il est handicapé, même si je dois assumer le fait que ça va être compliqué, qu'il aura peut-être pas cette vie, mais qu'il reste avec moi, je veux pas le perdre. Et bah forcément, bah... on ne se met pas dans la tête qu'on va le perdre en fait. C'est pas possible. On se dit pas qu'on fait des enfants pour... ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai toujours eu cette crainte de me dire qu'il leur arrive quelque chose de mal, mais comme ça, de cette manière-là, c'est pas possible à réaliser en fait. En combien de temps les pompiers sont intervenus? Il me semble que ça a pris... pour moi, c'était une éternité. Apparemment, ils ont mis à peu près 20 minutes pour arriver et pour intervenir. Donc les pompiers sont arrivés, ils m'ont fait sortir. J'ai voulu le rejoindre là-haut, mais on m'a attrapée, on n'a pas voulu me laisser. Et du coup, on a essayé de me calmer, on m'a pris mes constances, on m'a mis dans un coin isolé de ma famille, parce qu'à ce moment-là, il y avait mes parents qui étaient arrivés, parce que tout le monde, forcément, c'est une ville où pratiquement tout le monde se connaît. Ils ont tout vu? Ils ont tout vu, ouais. Tes nièces, neveux? Mes nièces, mes neveux, mon fils qui a tout vu, et ma sœur qui a tout vu, des gens qui Quel étaient âge il présents. avait ton fils à ce Il avait moment-là? 6 ans et demi. Il s'en souvient? Ouais, aujourd'hui, il a le choc post-traumatique et il y a des répercussions sur son état forcément son état de santé psychologique aujourd'hui. Donc il a un suivi pour ça. Comment ils sont intervenus les pompiers? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû utiliser des outils matériels pour pouvoir décoincer Ismaïl et pour pouvoir le sortir de là, mais il était trop tard dans tous les cas, il pouvait rien faire. C'était déjà trop tard au moment où ils ont utilisé ces outils? C'était déjà trop tard, il pouvait rien faire. Il n'était plus là? Non, il n'était plus là. Ok. Tu sais en combien de temps il était plus là? Si ça a été instantané ou si ça a pris du temps? C'est une question que tu as dû te poser? Je me suis toujours posé cette question. J'en ai parlé avec ma grande sœur, même si c'était difficile. Et même mon fils, tout de suite après, il m'a dit « Maman, Ismaïl, il est devenu tout rouge. » Il était tout rouge, il avait la main levée, il me regardait et il ne bougeait pas. Donc en fait, tout le monde me rassurait en me disant qu'il ne bougeait plus. Ça a été sur le coup, il est décédé, mais il est quand même décédé par asphyxie. Donc ce qui est dur, c'est ce qu'on se dit, il a souffert en fait. Parce que forcément, il n'a pas pu respirer.
Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de mourir par asphyxie, en fait. Comment t'es prise en charge? Qu'est-ce qui se passe dans le supermarché? À quel moment tu quittes le supermarché? C'est quoi la suite? Mais en fait, je suis prise en charge, je suis dans une pièce. Il y a je sais pas, c'est un ambulancier qui était derrière moi, qui me tenait, qui essayait de me stimuler. Il a été juste adorable. Et il y avait le médecin qui venait, qui prenait mes constances, il faisait des allers-retours pour essayer de me donner un peu de nouvelles, jusqu'au moment où il vient me voir et qui me dit que c'est trop tard, il est plus là. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je crie comme pour, je sais pas, extérioriser. Je criais, j'arrivais plus à m'arrêter. T'avais quel âge, Sherazade? J'avais 29 ans. T'as un 34 aujourd'hui. Hein. Ouais. 29 ans et pour dire que quand on vit un traumatisme, 3 ans après, quand on me demandait mon âge, automatiquement je répondais 29 ans. Oui. Et après, je me rends compte que finalement c'est 3 ans qui sont passés. Tu les as pas vus passer? Non, pas du tout. Elles ressemblent à quoi toutes ces années depuis? Et j'ai pratiquement pas de souvenirs. J'ai fait beaucoup de choses et il faut que je regarde des photos pour que je puisse m'en souvenir. Et là, je me dis, ah ouais, j'ai quand même fait ça. Alors qu'en fait, on n'est pas là. On fait des choses, mais on n'est plus là. C'est-à-dire que ton cerveau, il est resté bloqué sur cette fameuse journée de... Pardon, excuse-moi. Non. Je suis désolée. Attends, pardon. Je vais pas pleurer avec toi quand même. Je suis désolée. Je suis pas là pour pleurer, moi. C'est pas facile, c'est... Pardon. Non, t'excuses pas. On va se partager les mouchoirs. Oui, on va même en prendre d'autres. Je suis désolée, parce que je suis pas là pour pleurer. Attends, excuse-moi. Désolée. Toi aussi tu pleures. Je suis désolée, Sherazade. Non, c'est rien, je comprends, c'est tout à fait normal, c'est humain, c'est... J'ai même ma copine qui pleure. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas. Vraiment, Je me permets de prendre ça. Hein. Je suis pas là normalement. Moi, je dois accompagner ta parole. Je suis pas là. C'est rien, c'est rien. Je dois pas pleurer normalement. C'est rien, c'est rien. Ok. Comme je dis, on n'est pas des robots. C'est pas facile. Je sais très bien que la plupart des gens qui l'ont vécu extérieurement, ça a été très compliqué. Et ne t'en veux pas vraiment, c'est humain. Non, je m'en veux pas, je suis triste pour toi. Allez, on va se ressaisir. Vas-y. Parce que le but, c'est de communiquer sur ton histoire pour que ça avance. Parce que tu vas nous expliquer ça. Malheureusement, ça fait 5 ans, ça n'avance pas. Ok, donc tu me disais que depuis 5 ans, tu es resté sur cette journée. T'as oublié. Mais ça fait partie, je crois, c'est symptomatique à toute personne qui a vécu un gros traumatisme ou la perte d'un être cher. On voit plus le temps passer et on reste bloqué sur cette période. C'est ça. Comment tu fais en tant que femme, comment tu fais en tant que mère aujourd'hui pour tenir? Déjà, ça a été compliqué. Au début, c'est mon mari qui m'a aidée parce qu'en fait, il a dû rester pendant pas mal de temps avec moi pour pouvoir m'aider à me relever. Parce que forcément, t'es plus là. Et ça m'a beaucoup aidée. Après, forcément, t'as besoin d'être présente pour tes enfants, même si t'es pas présente. Il faut que tu sois là, physiquement. Mais malheureusement, je m'en suis beaucoup voulu parce que psychologiquement, j'étais pas là en fait. Et j'arrivais pas à leur donner cet amour que je pouvais leur donner comme j'étais avant. Parce que je suis dans le traumatisme. Ils le ressentent, ils voient que je suis pas bien. Mais ce qui m'a fait le déclic, c'est que une fois j'ai eu une crise de panique, je me suis retrouvée toute seule à la maison avec les filles. Et à ce moment-là, j'ai appelé mon mari, j'avais l'impression que j'allais avoir un arrêt cardiaque. Et les pompiers sont arrivés, ils m'ont ramenée à l'hôpital. Et là, je me suis dit plus jamais, parce que mon mari a dû quitter le travail. Mes parents, qui ont dû arriver d'Argenteuil, parce que j'ai déménagé entre-temps, donc ont dû faire 35 minutes de route.
pour me rejoindre. Et finalement, je suis allée à l'hôpital et ils m'ont dit faut plus faire ça en fait. Enfin, ils ont essayé de me raisonner. Et forcément, c'est pas de ma faute. Et là, je me suis dit non, il faut vraiment que je me reprenne en main. Parce qu'au début, j'avais un suivi que j'avais arrêté. Forcément, en fait, tout s'arrête. Donc on arrête tout, on n'a envie de plus rien faire. Et là, je me suis dit non, je suis restée comme ça. Et il y avait mes filles et il aurait pu m'arriver un truc. J'aurais pu les laisser comme ça, toutes seules. Et je me suis repris en main et je me suis dit non, il faut que je réclame justice, que je me relève et que je reprenne un suivi pour aller mieux. Tu ne te battais même pas à ce moment-là? J'avais commencé, Oui. J'avais ouvert ma page de soutien et je me suis dit, faut que même malgré ça, il faut que je continue, faut pas que je lâche parce que si je lâche, qui va le faire pour nous? Et donc forcément, le fait de vouloir réclamer justice, tu es obligé de te relever malgré toi. Et pour tes enfants, ton foyer, pour essayer d'être comme celle que j'étais avant, tu essaies de te relever et de te raisonner. Et toujours avec ce suivi. Ce suivi est malheureusement aussi, je ne sais pas si peut-être on peut en parler, mais c'est les médicaments que tu dois prendre forcément pour t'aider à... Tes anxiolytiques? C'est ça. Ça t'anesthésie un petit peu? Ça anesthésie, ouais. Ça anesthésie un petit peu, on va dire, pas forcément la peine, mais cette douleur en fait que tu ressens et qui t'empêche tout simplement de te lever et d'avancer. Et ça t'aide. Et ce combat, il ressemble à quoi depuis 5 ans? C'est de devoir tout simplement en parler sur les réseaux sociaux. Essayer de trouver un moyen pour que les médias s'y intéressent. Faire le nécessaire pour que, à chaque fois, pour que ça revienne. Parce que forcément, dès que c'est oublié, derrière ça s'arrête. On a l'impression. La prise de parole dans les médias chez Sherazade, elle est facile? Est-ce que beaucoup de médias t'ouvrent leurs portes? Non, c'est compliqué parce que déjà moi je suis pas une personne qui était sur les réseaux sociaux. Donc forcément tu vas sur les réseaux, tu parles de ton histoire et j'ai partagé tout simplement mon histoire par écrit parce que j'avais encore du mal à m'exprimer. Beaucoup de personnes me disaient fais une vidéo, je ne pouvais pas. J'étais pas encore prête jusqu'à un jour j'étais chez mes parents et je reçois plein de messages, mais vraiment plein de messages de personnes qui me disaient oui Sherazade et tout, est-ce que ça t'intéresse de passer dans un live et tout? Je dis comment ça, un live? Oui, le live de Poupette. Et moi, à ce moment-là, je la connaissais pas, forcément, j'étais pas réseau. Et donc, du coup, après, toutes les personnes qui ont partagé mon histoire et tout, je pense qu'ils ont dû la contacter. Donc, elle s'est montrée intéressée par ce que j'ai vécu et elle m'a contactée. Du coup, j'avais pu faire un live avec elle. Et je pense que c'est ce qui a permis par la suite de faire avancer tout simplement mon histoire, le drame, et que par la suite les médias aussi s'y intéressent. Ah, donc Poupette a contribué à porter ta voix. Ouais. C'est beau. Franchement, ouais. Non, moi, pour te dire, je connaissais pas, et elle a été très très rassurante parce que je n'osais pas en fait faire de live, je connaissais pas ça, tu vois, et elle a été rassurante. Les personnes qui l'ont contactée ont été juste adorables parce qu'ils ont été touchés tout simplement par ce qu'on a vécu. Et le fait que ça faisait plus de 3 ans qu'il n'y avait rien, ils ne comprenaient pas. Donc ils se sont dit pourquoi pas passer sur un live. Donc j'ai dit allez, ok. Et jusqu'à les 5 dernières minutes, limite, je ne voulais plus. Et elle m'a vraiment aidé à pouvoir surmonter cette crainte et de passer en live. Il y a des influenceuses aussi qui t'ont épaulé, qui t'ont conseillé même, je crois, de faire une pétition. Ouais, il y a eu Manon Tanti, il y a eu Anaïs. Camille Oui, c'est ça, exactement. Tu as été en lien avec Manon Tanti et Anaïs Camille? Je sais pas, à ce moment-là, c'est peut-être à été en lien, je te dis, moi j'étais pas trop, tu vois, trop réseau. Et franchement, la plupart, ils ont été incroyables et adorables. Et ça m'a aidée. Et après, derrière, forcément, j'ai pu faire la pétition. Ce qui a permis d'avoir plus de 60 et quelques mille, 70 000 signatures. Et c'est là où les médias, comme Le Parisien, BFM TV, s'y sont intéressés. Et ont pu reparler de notre affaire. Donc derrière, ça a permis de relancer notre affaire et que par la suite, les responsables soient mis en examen. Il y a des médias dans lesquels tu aurais aimé prendre la parole? Tout le monde me disait essaie de passer sur TPMP.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé passer sur TPMP parce que forcément, tu en as besoin. Tu dis que ils ont une grosse portée médiatique. Je m'attendais à ce que ce soit Parisien, BFM, TPMP. Pour moi, je me suis dit le plus important, c'est vraiment que ce soit remédiatisé. Il y a beaucoup de personnes qui les ont contactés. Ils leur ont envoyé des mails, des messages. Et à chaque fois, on va voir ce qu'on peut faire et on revient. Jusqu'à un moment donné, une personne m'avait donné le contact du programmateur. Je l'avais appelé. Je lui avais raconté du coup mon histoire. Ça a été dur. Il a été il a été assez froid, moi, je trouve, pour ma part. Et il m'a dit de lui envoyer un message. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai jamais eu de retour. Donc les gens ne comprenaient pas pourquoi en fait, ils ne revenaient pas vers nous ou ils ne revenaient pas tout simplement vers eux. Et une fois, je me rappelle, il y avait une personne qui m'avait contactée sur mon compte Instagram qui m'a dit ouais, pourquoi tu passes pas sur TPMP, il est pas mal suivi. Je dis écoute, j'ai eu programmateur, je lui avais même envoyé un message parce qu'il m'a dit de le faire. Et j'ai vraiment eu honte de cette démarche parce que finalement, ils m'ont même pas donné l'heure finalement. Et du coup, il a fait une capture d'écran de ce que j'avais dit et j'avais trop honte, encore une fois. Et il avait tagué, il me semblait, Gilles Verdès, Cyril Hanouna, TPMP. Il a dit ouais, vous allez attendre combien de temps que je vous insulte pour que vous puissiez prendre cette maman. Et apparemment, ils l'ont contacté, ils l'ont dit non, mais c'est prévu. Et jamais eu de retour, ils m'ont jamais contacté. Je te cache pas que j'ai été assez déçue parce que je pensais vraiment que c'était un média, surtout pour Cyril Hanouna qui anime. Je le voyais comme une personne qui avait du cœur. Je me disais, on dirait ouais, une personne du peuple, il comprend les choses. Mais ça m'a beaucoup déçue, ça vexe quand même. Parce que tu te dis, en fait, ton histoire, il ne les intéresse pas. Donc à ce moment-là, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi ils ne te contactent pas. Et moi, je suis un petit peu curieuse. Je mène mes petites recherches et tout. Et je te cache pas, je tapais Cyril Hanouna, est-ce qu'il a peut-être pas des parts avec une des sociétés? En lien avec l'ascenseur, c'est ça? En lien avec l'ascenseur. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils n'en parlent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Pourtant, sur le Parisien, ça avait fait beaucoup de vues, c'est passé sur BFM, il y a beaucoup de personnes qui les ont tagués, beaucoup de personnes qui ont partagé mon histoire, mais ils ne s'y intéressent pas. Et jusqu'à là, en novembre, je pense que c'est ça. Je ne peux pas confirmer, mais je pense à mon avis. Et je cherche, j'ai vu qu'il y avait une histoire avec, comment il s'appelle, Louis, le député, l'élu là, Louis Boyard. Louis Boyard. Ouais, il y a eu une histoire avec le truc Bolloré. Moi, je savais pas que, genre, il y avait un truc Bolloré qui tenait la chaîne. Tu vois, pour te dire, je m'y connaissais pas du tout. Et je me suis dit, Bolloré, il tient la chaîne C8, donc c'est le patron de Cyril Hanouna. Je vais regarder sur Internet. Et je regarde sur Internet, donc je tape Bolloré ThyssenKrupp, Bolloré Otis, et je vois Bolloré Schindler. Je vois qu'en fait, ils ont signé un contrat en 2015 entre Bolloré et Schindler. C'est les ascenseurs Schindler. Ouais, c'est la dernière entreprise qui était en charge de la maintenance. Et j'en ai fait part aux personnes justement qui me soutiennent sur la page. Et tout le monde m'a dit, en fait, tout s'explique. Je leur ai dit, à votre avis, en gros, c'est en lien ou... ouais, tout s'explique, c'est pour ça qu'ils t'ont jamais reçu. Et c'est là où les gens ils disent, franchement, les médias, en fait, c'est que par intérêt, c'est pas des médias qui s'intéressent... quand ça va pas dans leur intérêt, ils s'y intéressent pas, en fait. Tu as posé cette question au programmateur pour verrouiller ce que tu sembles avoir vu sur Internet? Non, j'ai pas besoin. Quand tu vois ce genre de choses, tu te dis peut-être que c'est lié. Et même quand tu as envoyé un message, tu as essayé de contacter la personne et qu'elle ne te calcule pas, tu vas pas te rabaisser. C'est dur déjà. Tu vis un drame, tu es en train de faire le nécessaire pour que ça puisse avancer alors que tu n'as même pas à faire ça. Et tu vas recontacter pour... Non, je peux pas. C'est pas possible. T'imagines, tu te reprends encore un vent. Non, je peux pas. C'est compliqué. Déjà, notre situation elle est compliquée, alors c'est dur. Et avoir en plus ces sentiments de se sentir délaissé, non, j'ai pas pu. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Tu as l'impression de faire vivre Ismaïl en parlant de cette journée, de ton combat, de cette histoire? De le faire vivre et surtout de ne pas le faire oublier. Parce que Ismaïl, il avait 4 ans, c'était un enfant qui avait toute la vie devant lui. Il a vécu, il a existé. Et on ne peut pas l'effacer comme ça, en fait. Alors qu'on n'a rien demandé, il n'a rien demandé. Il a pris en toute confiance, on a pris en toute confiance un ascenseur qui à la fin en fait
était complètement négligée. Et on ne peut pas... Il y a eu une enquête? Oui. Qu'est-ce que tu as su sur cet ascenseur? Et qui sont visés comme étant les responsables potentiels? Est-ce que c'est le centre commercial d'Argenteuil? Est-ce que c'est, j'en sais rien moi, la ville d'Argenteuil? Est-ce que c'est le constructeur de l'ascenseur, la marque de l'ascenseur? Parce que c'est un petit peu technique et compliqué. Il y a cinq entreprises qui sont mises en cause dans cette histoire. C'est ça. Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, alors en fait, il y a le constructeur de l'ascenseur qui est ThyssenKrupp, qui désormais s'appelle TK Elevator. En fait, en 2015, il s'était passé exactement la même chose. Donc, ils ont fait une demande d'intervention pour qu'ils puissent réparer le problème, sauf qu'en fait, ça n'a jamais été vérifié. Et au niveau de la réparation, en fait, ce qu'ils ont mis comme matériel, c'était pas aux normes par rapport à ce qui était demandé. Donc déjà, ils n'ont jamais contrôlé en fait les travaux par la suite. Aussi, il faut savoir que c'est un ascenseur hydraulique qui marche avec une pression d'huile. Donc en fait, normalement, il doit y avoir une purge qui doit être faite régulièrement. Et depuis 2015, il n'y a jamais eu de purge de fait. Donc il y a eu 3 ans qui s'étaient passés sans purge. Sans purge, sans rien. Donc ça, c'est au niveau des rapports. Ça, c'est au niveau des rapports. Donc en fait, pourquoi les autres entreprises sont mises aussi en examen? Parce que Otis aussi, c'est un ascensoriste qui était en charge de la maintenance, donc qui n'a pas fait aussi le nécessaire. Schindler qui n'a pas fait le nécessaire non plus. Et Bureau Veritas qui n'a pas contrôlé sérieusement l'ascenseur. Est-ce que c'est à cause de ces complexités? Est-ce que c'est parce qu'il y a différents acteurs, quelque part, qui rentrent en jeu que tu as... C'est fou de le dire, tu n'as toujours pas eu de procès. Non. 5 ans après, plus que l'âge de ton fils au moment des faits. C'est ça. C'est ça. Et non, en fait, chaque responsabilité ont été notifiées. Donc normalement, il y avait juste à les mettre en examen et à mettre en place une date de procès pour les condamner par rapport à leur négligence. Pourquoi ça n'a pas été fait? On ne sait pas. Pourquoi ça a mis 3 ans pour qu'il y ait des mises en examen, on n'arrive pas à comprendre. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire? C'est ça. C'est ça l'intitulé? Les 5, ouais. Les pour 5? homicide involontaire, oui, les 5. J'imagine qu'ils se renvoient un peu la balle. Ben, on n'en est pas encore là parce que le procès n'a pas encore eu lieu. Mais je pense qu'à mon avis, ils ont déjà commencé. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce procès il ait lieu? Et pourquoi tu as décidé, puisque ta prise de parole, elle ne s'est pas faite tout de suite, hein. Tu as mis du temps avant de prendre la parole. Tu vas nous expliquer pourquoi? Ouais. Ben, en fait, pour que le procès ait lieu, je pense qu'il faut une prise de conscience. Il faut que tout le monde se rende compte que ce n'est pas un jeu, qu'il y a eu des négligences, qu'il y a eu des vies qui ont été... qu'ils ont risqué la vie de plusieurs personnes. Parce que cet ascenseur-là, depuis 2015, en fait, il y a eu des milliers de personnes qui l'ont emprunté. Et le fait que ça s'est passé dans un centre commercial et qu'il y a eu des négligences pendant plusieurs années, ben, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas la même chose dans d'autres ascenseurs? Que ce soit dans des bâtiments ou que ce soit dans d'autres centres commerciaux. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à en parler, 3 ans, parce que forcément il y a le traumatisme. Le temps de pas de digérer, mais d'essayer de se relever. Parce qu'on est dans le déni, on est dans le noir, c'est compliqué. Et c'est là où je me suis dit, ben non, quand même, ça fait quand même 3 ans qu'il y a eu des expertises rendues, mais toujours pas de mise en examen. Donc, faut faire quelque chose, c'est pas normal. Et à ce moment-là, j'ai dû créer mes pages de soutien et partager mon histoire pour reparler de ce qui s'était passé et aussi de faire comprendre aux gens qu'on a été délaissés. Depuis 3 ans, on est mis de côté, on est délaissés, il n'y a personne qui se préoccupe de nous. Tu peux pas faire ton deuil? Non, c'est pas possible. Parce que le deuil, s'il commence, il commence à partir du moment où tu as des réponses, oui. On est d'accord? C'est ça. Là, tu n'as aucune réponse. Aucune réponse, aucune excuse, rien en fait. C'est ça qui est dur. C'est que tu empruntes quelque chose, tu as un client, tu empruntes un ascenseur, enfin peu importe, dans tout. Tu es là, tu as confiance en quelque chose, tu n'as rien demandé, il t'arrive ça et tu es mis de côté. Tu es oublié, tu es comme en fait, j'ai l'impression comme une vulgaire chaussette. Tu vaux rien en fait, parce que tu es personne, tu vaux rien. Donc on te calcule pas. C'est ça qui est dur. Pourquoi t'es mise de côté comme ça? Pour moi, je suis persuadée parce que, comme je te dis,
on est qui en fait? Bah, t'es une mère, Oui, mais pour eux, on est qui? Je sais que je suis une maman. t'es une femme, t'es un être humain, t'es une Française. Bah, on n'a pas l'impression, sincèrement. Et c'est ça qui est dur. Donc forcément, tu es obligé d'essayer de te relever, et pas pour la bonne raison, pour faire ton deuil, mais pour réclamer justice. Et ça, c'est... Il n'y a rien de pire, je crois, comme sentiment. Qu'est-ce qui te dit ton avocat? T'as un avocat, hein? Oui. Bah, c'est pas normal le fait qu'il n'y ait pas eu de mise en examen. Mais lui, il était bloqué de son côté, il ne pouvait plus rien faire. À part L'avocat? relancer le... Bah oui. Dès qu'il y a eu les expertises rendues, il aurait fallu qu'en fait la juge, l'ancienne, c'était une première juge d'instruction, mette en examen ou les convoque, les entreprises. Et lui, à part les relancer, il ne pouvait rien faire de son côté. Au niveau juridique. Il faut qu'il y ait les 5 entités, en fait, si je comprends bien, qui soient présentes au procès. C'est ça. Bah, On peut les reciter? Ouais, c'est ThyssenKrupp, qui est devenu TK Elevator. Il y a Bagneux Hydraulique, qui est le sous-traitant de ThyssenKrupp. Otis et Schindler, qui étaient en charge de la maintenance aussi. Et Bureau Veritas, qui est en charge de tout ce qui est vérification. Ce sont des marques, pour certaines que tu cites, des enseignes qui peuvent nous parler. Parce qu'on est tous allés dans un centre commercial, on a tous un jour ou l'autre emprunté un ascenseur sur lequel on voit marquer les noms. Un des noms en tout cas que tu viens de nous citer. Ces personnes-là, est-ce qu'elles se sont manifestées? Ces entreprises-là se sont-elles manifestées auprès de toi? Jamais. Au niveau des médias, certains se sont manifestés forcément pour sauver leur image, mais Qu'est-ce qu'ils disent dans les médias? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire? qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qu'ils avaient plus en charge, ils étaient plus en charge de la maintenance. Donc quelque part essayer de se dédouaner directement en fait, en passant par les médias, parce que je pense que c'est important pour eux de sauver leur image, mais sauver la vie de leurs clients ou... Est-ce qu'il y en a un ou deux des 5 qui pourront être peut-être plus mis en cause de par leur responsabilité? Ouais, le plus gros responsable, c'est ThyssenKrupp, parce que c'est lui le constructeur et c'est lui qui endosse la plus grosse responsabilité. Mais c'est pas lui qui fait la maintenance, c'est ça? Il était en charge de la maintenance et Au moment des faits? Non, pas au moment des faits, mais avant, en fait, comme il s'était passé la même chose, ils auraient dû être beaucoup plus vigilants et ça n'a pas été le cas. Et le centre commercial, est-ce qu'il a une responsabilité? La direction du centre commercial d'Argenteuil? Directement par rapport à l'ascenseur, non. Mais on demande à ce qu'il soit traduit devant la justice, étant donné qu'il y a eu des ouvertures de scellés quand le week-end, ils avaient fermé le centre commercial. Qu'est-ce que tu appelles des ouvertures de scellés quand fait, le week-end, le centre commercial était fermé? Dès qu'il se passe, on va dire, un meurtre, un drame ou quoi que ce soit, la justice, elle pose des scellés pour éviter que les personnes puissent entrer ou toucher à quoi que ce soit pour que l'enquête puisse être faite correctement. Et merci. Merci beaucoup. Et pour que l'enquête puisse être faite correctement, en fait, ils apposent des scellés pour éviter que personne ne entre ou ne touche à quoi que ce soit. Sauf qu'en fait, le week-end, quand le drame s'était passé un vendredi, le centre commercial avait fermé ses portes tout le week-end. Et pendant qu'ils avaient fermé les portes du centre commercial, en fait, il y a eu des ouvertures de scellés qui ont été constatées par un des agents de sécurité du centre commercial. Quand il est venu ouvrir, il me semble que c'était un dimanche ou un lundi matin. Et il est parti déposer une main courante directement. Et en fait, il faut savoir que le dimanche, il y avait la dernière entreprise qui était en charge de la maintenance, donc Schindler, qui était intervenue dans le centre commercial pour un de leurs équipements. Donc on se dit, mais qui a donné accès au centre commercial? Donc forcément, c'est soit l'ancien directeur du centre commercial ou à minima quelqu'un du PC de sécurité. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces différents intervenants si tu les avais en face de toi? Là, si tu pouvais leur passer, tu peux d'ailleurs leur passer un message, hein, face cam. Ouais, si je devais leur passer un message, c'est simplement de se mettre à la place d'une mère et d'une famille qui a perdu un enfant et de ne plus négliger tout simplement leur équipement, ou peu importe, pour toute entreprise ou toute personne, d'éviter de négliger en fait, parce que après derrière forcément c'est toute une famille, toute une ville, beaucoup de personnes qui en subissent les conséquences de vos actes, tout simplement, et d'assumer vos responsabilités. Il n'y a aucune responsabilité qui a été assumée? Non, aucune. Il n'y a aucune assurance qui a fonctionné? Non.
Même si on s'en fout de l'argent, Ouais. mais tu sais qu'en France, il y a des lois, et les lois, normalement, faut les respecter. Donc tu devrais peut-être, que ton avocat t'en a parlé, mais même indemniser. Oui. Tu n'as rien eu. Non, j'ai rien eu, mais après, je sais que nous, de notre côté, on peut faire une demande, par exemple, pour avancer les frais de tout ce qui est psychologue, parce que forcément, bah, tout sort de notre poche. Donc, le suivi psychologique que j'ai de mon enfant, voilà, toutes les dépenses liées au drame, bah, c'est nous qui dépensons. Et non, on n'a pas demandé, on n'a pas. Et ça fait partie des conséquences de leur négligence. Alors qu'est-ce qu'il faut là maintenant pour que la justice puisse passer à l'action, pour qu'il puisse y avoir un procès, un vrai procès, que tout ça soit jugé? Ça fait 5 ans. Ouais. Bah, normalement, si on a un minimum humain et qu'on voit la souffrance des personnes, bah, on fait le nécessaire et on les condamne à la hauteur de ce qu'ils ont fait subir aux gens et de ce qu'ils n'ont pas fait surtout. Parce que s'ils avaient fait le nécessaire et ils avaient une pleine conscience qu'il pouvait y avoir de potentiels risques de chute d'ascenseur s'ils négligeaient, et bah, de les condamner tout simplement par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que selon le Parisien, après 5 ans d'attente, la justice considère qu'il y a eu des manquements dans la sécurité et l'entretien de l'ascenseur. Des expertises ont conclu que la chute était due au mauvais assemblage d'un flexible hydraulique. Ce que tu nous expliquais, les entreprises mises en examen ont toutes joué un rôle dans la maintenance de l'appareil, toujours selon le Parisien. Reste à savoir quel est leur degré de responsabilité dans cette affaire. C'est à ça que ça sert aussi un procès. Exactement. Déterminer le degré de responsabilité. C'est ça. Degré de responsabilité et que chacun soit condamné justement par rapport à leur responsabilité du rôle qu'ils ont joué sur l'accident. T'es retourné dans ce centre commercial? Jamais. Jamais. Jamais, juste devant, quand l'année dernière on avait fait un hommage et on est resté devant en fait, devant l'entrée du centre commercial pour déposer la gerbe et se recueillir 1 minute avant de faire l'hommage dans un parc. Ouais. C'est un traumatisme aussi, les ascenseurs aujourd'hui? Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bah, du coup, on a pu déménager pour éviter d'avoir affaire à un ascenseur. Donc, on évite de prendre des ascenseurs en fait. On ne va pas dans les endroits où on doit prendre des ascenseurs. T'as déménagé? Oui, 3 mois après le drame. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus retourner chez moi. C'était impossible. Quand je suis retournée pour refaire les affaires pour le déménagement, ça a été horrible. Et je ne pouvais pas y aller avant non plus. J'y suis allée une fois et mon mari il a dû me ressortir directement. Je suis tombée en crise. Parce qu'on se dit, bah, il ne sera plus là. Quel rapport t'entretiens aujourd'hui avec Ismaïl? Je regarde régulièrement ses photos et je fais un truc. Bah, dès que je fais quelque chose avec les enfants ou je pars en vacances, bah, je reprends des captures d'écran pour le remettre à jour sur mes photos. Pour qu'il soit dans les dernières photos? C'est ça. J'ai plus été dans. J'ai été le jour de l'enterrement à son. Enfin, à son enterrement, bah, depuis, je suis plus retournée jusqu'à novembre 2022. Je suis partie une semaine pour me recueillir. On a enterré en Algérie. Ça tenait à cœur à ses grands-parents qui sont enterrés dans le cimetière familial. Et j'y suis retournée une semaine pour essayer de me recueillir régulièrement. Et en fait, j'y suis allée qu'une fois. Parce que c'est compliqué. J'arrive pas à me dire qu'en fait, il est plus là. C'est ça qui est dur. Toujours 5 ans après? C'est dur, en fait. Je peux pas Enfin, c'est dur de le voir, de voir ça tomber, tout simplement. Et la communication avec tes enfants? Avec ton mari? Tu l'as? Avec mon mari, par rapport à Ismaïl, on évite d'en parler. Parce que je veux pas le plonger avec moi, tout simplement. J'ai pas envie de le plonger dedans. Je vois qu'il essaye de se relever et tout, et lui en parler, pour moi, c'est pas lui faire du mal, non, mais c'est le faire reculer, et je veux pas. Imran, il m'en parle pas, à part si je lui pose la question, parce que forcément, on voit qu'il est traumatisé, donc Ton fils? c'est dur. C'est lui qui me fait... ce qui me fait encore aussi plus mal, c'est mon fils, en fait. Le
fait qu'il ait tout vu, que Il il ait extériorise? Non, Non, pas du tout. non, Il voit quelqu'un? ouais. Il faut, hein. Il faut qu'il travaille ses émotions, c'est parce qu'il extériorise pas du tout. Et C'est à ça qui est l'école, dur. ça va? Non, c'est compliqué, Bah oui. ouais. Mais on met en place le nécessaire pour que justement il puisse avoir un bon suivi au niveau de l'école et ils sont en lien en fait, la psychologue et l'école, ils sont en lien pour tout mettre en œuvre pour qu'il aille mieux. Comment on peut t'aider, Scheherazade? En partageant, en parlant, en interpellant, c'est important. Qui on peut interpeller? La justice, Oui, mais comment on interpelle la justice? en leur envoyant des mails, je sais pas, franchement, en interpellant aussi les politiciens pour qu'ils fassent le nécessaire et qu'ils fassent des lois pour cadrer encore plus ces problèmes liés aux ascenseurs. Donc on peut Plus de peut-être taguer le contrôle. ministre de la Justice Ouais, le ministre de la Justice, pour qu'il entende parler en masse encore de cette histoire c'est ça. et qu'il puisse peut-être s'en saisir parce qu'il a la faculté de s'en saisir. Il a la faculté, je pense, de s'en saisir, surtout que c'est pas un cas isolé. Notre cas, il n'y a certes pas de drame, mais il y a beaucoup de problèmes dans les ascenseurs. Que ce soit dans les bâtiments ou dans des magasins, des pannes réguliers, où il y a des personnes, on entend souvent parler maintenant dans les médias, où il y a des ascenseurs qui sont en panne et que des habitants, des personnes âgées, des personnes handicapées sont coincées dans leur appartement et qui ne peuvent pas sortir pendant des mois ou des semaines parce qu'en fait rien n'est fait. Et forcément, un ascenseur qui tombe régulièrement en panne, c'est qu'il y a un problème derrière et que c'est pas réparé et qu'il y a des négligences. Et forcément, faut qu'ils se saisissent de ça et qu'ils fassent quelque chose pour que ça puisse avancer. Et même au niveau de la justice, qu'il y ait moins de lenteur, leur donner peut-être un moyen à la justice pour qu'il y ait moins de lenteur au niveau judiciaire et que ça puisse avancer pour les familles qui vivent des drames. Et on peut t'apporter bien sûr notre soutien, je crois aussi, sur le compte Instagram que tu as créé, qui s'appelle Ismaïl-du-bas, Petit Prince. C'est ça. Tu as beaucoup de soutien. Oui. Et il en faut encore. Ouais. Hein? C'est important parce que derrière, ça nous permet à nous de faire avancer les choses. Et forcément, peut-être que le fait qu'il y ait du monde qui se saisisse de cette histoire, ça permettra aux entreprises d'être beaucoup moins négligents et d'éviter qu'il y ait d'autres drames, même s'il y en a déjà eu avant et qu'il y en a eu après. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience aussi. Il y a un hommage aussi que tu organises qui est prévu au mois de juin, c'est ça? C'est ça. Le 3 juin, il y a un hommage. On l'avait mis en place déjà l'an dernier et je souhaitais le remettre en place cette année pour qu'il y ait encore plus de personnes parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient y être, et je me suis dit on va le remettre en place pour le 3 juin. Sur Argenteuil, au Parc des Berges. Et on partira de la gare, on fera une petite marche blanche et diriger vers le Parc des Berges pour que justement les familles puissent s'y retrouver et qu'on puisse proposer un maximum d'activités pour les enfants. Parce que comme je le dis, pour moi, rendre hommage à Ismaïl, comme il aimait beaucoup s'amuser, il aimait beaucoup le partage, c'est la prolongation en fait de ce qu'il aimait être en fait et de proposer justement des activités pour les enfants et les familles. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que rendre hommage à un enfant qui n'est plus là en voyant d'autres enfants en fait s'éclater, s'amuser. Merci Scheherazade. Je t'en prie, merci à toi Sam. Merci pour le témoignage que tu nous as partagé aujourd'hui et je sais que toutes les personnes qui en ce moment même sont en train de regarder cette vidéo sont avec toi. Merci beaucoup. Voilà, autant qu'elles ont été impliquées dans ton témoignage et dans ton discours. Merci, merci. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye bye.